Monsieur le député maire, je ne me doutais pas que notre entretien au sujet du film que nous terminons sur Vélizy se passerait dans cette ambiance de Noël. Mais chère madame, je pense qu'il faut la considérer comme de bon augure. Voyons, madame, dans votre lettre, vous me demandiez des éléments de commentaire pour que ce film apporte certaines précisions aux personnes qui voient surgir de grands ensembles et se demandent quelle est leur origine, par quels moyens ils peuvent se réaliser, et surtout comment ils ont été conçus. Si vous le permettez, je vais utiliser les notes que j'avais préparées lors de la visite que m'a faite le ministre de la Construction. En premier lieu, il y avait le besoin, c'est-à-dire le problème du logement. En 1962, plus de 500 demandes immédiates étaient en attente dans ma petite commune. Et celle-ci ne disposait pratiquement d'aucun moyen pour y faire face. La commune de Vélizy-Villacoublay est divisée en 3 parties distinctes. L'une d'elles au nord, en bordure de la ville de Chaville, est séparée des 2 autres qui sont situées sur le plateau et qu'il est convenu d'appeler Vélizy-Haut. À l'est, dans le village, se trouvait la ferme de Vélizy. À l'ouest, c'était le clos. Je voulais les réunir et créer sur le plateau non pas un grand ensemble, mais une véritable ville. Une première liaison entre le clos et le village avait été amorcée en bordure de la forêt de Meudon, sous forme d'un groupe d'une centaine de pavillons, au centre desquels l'école Jean Mermoz avait été construite pour répondre aux besoins de l'époque et par avance à des besoins futurs. Les seuls terrains constructibles étaient exploités par la ferme de Vélizy. Ils représentaient environ 100 hectares et leur acquisition ne pouvait être envisagée par les finances communales. Il n'était toutefois pas question de laisser agir uniquement les promoteurs privés qui auraient pu satisfaire les besoins des catégories les plus aisées de la population et non ceux des couches les plus modestes. Étant donné l'étendue de ces terrains, il fallait engager un urbanisme juridique et administratif indispensable, en s'assurant également les concours financiers et techniques nécessaires. J'ai pu, avec pas mal d'entêtement, obtenir de nombreuses décisions favorables à ma commune. Mais il était évidemment impossible pour une petite ville comme Vélizy d'assurer dans les délais voulus une tâche aussi considérable. J'ai donc fait appel à l'auxiliaire de la construction immobilière, la SACI, sorte de bureau d'études juridiques, administratifs et financiers, dont les patronages et les réalisations en matière immobilière, et notamment dans le domaine du logement social, donnaient tous apaisement à mon conseil municipal. La construction d'une première tranche d'environ 2200 logements et de leurs équipements représentait un investissement de près de 200 millions de francs actuels, soit quelques 20 milliards d'anciens francs. La SACI s'est donc appliquée à obtenir et à mettre en place tous les financements dont il était possible de disposer pour le démarrage des opérations. Les fonds d'État, prêts du Crédit foncier de France, subventions des employeurs au titre du 1%,
prêts complémentaires de la caisse d'épargne et des compagnies d'assurance et crédits bancaires. En mettant ses équipes au service de la commune de Vélizy, l'Assassi fut le coordonnateur de l'opération. La solution des problèmes techniques réclamait les compétences les plus diverses, et pour qu'elles soient bien coordonnées, je me suis assuré, outre le concours des ponts et chaussées de Seine-et-Oise, conseiller traditionnel des collectivités locales, celui de l'Omnium Technique ETH, bureau d'études spécialisé sur tous les problèmes du bâtiment, du génie civil, dont les interventions tant en France qu'à l'étranger sont bien connues. En dehors de ces études de voirie et de bâtiment, l'Omnium Technique ETH participe essentiellement à la mise au point des avant-projets. Une fois les entreprises choisies en fonction du meilleur prix et de la compétence, l'OTH s'est attaché à la mise au point des travaux d'exécution en collaboration avec ces entreprises et installa une agence technique de chantier destinée à en permettre la meilleure coordination possible et qui devait assurer le respect du planning fixé. Elle fut un des éléments principaux de la paix, commencée en juillet 62 et qui devait connaître un premier hiver particulièrement rigoureux. Au mois de novembre, d'importantes chutes de neige et le gel ont placé un certain temps en hibernation les engins qui, après le décapage du terrain, étaient utilisés pour les fondations et le revêtement des voies. Grâce aux efforts déployés par les entrepreneurs, la reprise des travaux s'effectuait très rapidement, malgré les difficultés d'exécution. C'est l'entreprise Chagnot qui était choisie pour l'ensemble des travaux de terrassement et de voirie de Vélizy-Haut, ainsi que pour la réalisation d'une nouvelle desserte routière descendant vers Viroflay et Chaville. Des travaux complémentaires ont également été faits à cette époque dans la forêt de Meudon pour la mise en place du réseau d'évacuation des eaux pluviales vers l'étang du Trou aux Gants. L'hiver terminé, les fondations des premiers bâtiments commençaient. La construction des bâtiments a été confiée à la société auxiliaire d'entreprise SAE. Celle-ci installa une centrale à béton semi-automatique importante, susceptible de fournir durant 3 ans les volumes des bétons réclamés pour la construction des 2200 logements et des équipements publics. Des grues à tours mobiles montées sur rails se mirent en action autour des premiers immeubles dont les pilotis commençaient à sortir de terre, tandis que les diverses canalisations urbaines dessinaient leurs artères. Dans la diversité volontaire des volumes des immeubles, la SAE utilisa d'une manière systématique les procédés de construction industrialisés qui s'apparentent souvent aux méthodes pratiquées dans les travaux publics. C'est ainsi qu'à chaque étage, les canalisations autrefois apparentes sont maintenant mises en place avant le coulage du béton de chaque paroi et que le même principe est appliqué pour les planchers dont les ferraillages emprisonnent les tentacules de pieuvre et se mêlent au labyrinthe des conduites de chauffage par le sol montées au préalable. Toutes ces canalisations, entièrement protégées, finissent ensuite par disparaître, noyées dans le béton. Jour après jour, j'ai pu voir les mêmes coffrages enlevés pour être utilisés à la construction de nouvelles cellules, dont le nombre ne cessait de se multiplier de plus en plus rapidement, rattrapant puis dépassant les prévisions initiales. À mesure de l'achèvement du gros œuvre, chaque immeuble recevait son revêtement de façade et son habillage intérieur. Cependant, on avait pu voir se tisser les mailles des réseaux de chauffage à partir de la chaufferie urbaine et parallèlement à la construction des logements, se développait celle des équipements généraux où apparaissaient les galeries marchandes et le centre de protection infantile entre les immeubles situés au centre de Vélizy. À l'extrémité ouest de ce groupe d'immeubles, devant les 2 immeubles tours, l'importante excavation qui devait accueillir le centre commercial avait été ouverte, tandis qu'à l'est, le centre social s'achevait au milieu des bâtiments du foyer du fonctionnaire et de la famille. 2 ans seulement après les dernières moissons, les clés des premiers logements furent remises à leurs bénéficiaires et le rythme des travaux n'a cessé de croître jusqu'à ce que la ville nouvelle apparaisse progressivement sous sa forme définitive. Cette forme, nous attendions avec impatience de la voir correspondre
à la maquette et au programme que nous avait proposé M. Alain Gillot, architecte de cet ensemble. Soit les qualités d'un projet, la construction, au même endroit, d'un grand nombre de logements sociaux et de quelques groupes scolaires, ne saurait constituer une cité. Pour créer en quelques années une véritable ville, il faut aussi construire d'autres catégories de logements et prévoir tous les équipements sociaux, culturels, sportifs, commerciaux, administratifs, cultuels, nécessaires à l'épanouissement de la vie collective. Il faut enfin que, si les futurs habitants de la ville le veulent, ils puissent travailler sur place. Et pour cela, prévoir, si elle n'existe pas déjà, une zone d'activité à proximité immédiate de la future cité. Cela aura été, je crois, la grande chance de Vélizy, et la nôtre, que les éléments d'un programme aussi complet aient pu être réunis dès l'origine. En 1962, Vélizy comprenait donc 3 agglomérations dispersées, groupant 7400 habitants. Le Bas-Vélizy, en bordure de sa ville, séparé des 2 autres parties par la forêt de Meudon, et sur le plateau qui s'étend de Versailles à Petit-Clamart, encadré par la forêt et bordé au sud par la nationale 186 et l'aérodrome de Villacoublay, le village, ou Vieux-Vélizy, à l'est, et le clos, lotissement de l'entre-deux-guerres, à l'ouest. Distantes de près d'1 kilomètre, ces 2 agglomérations principales n'étaient reliées à l'époque que par un cordon de 90 pavillons construit en 1960 en lisière de la forêt. C'est sur ce plateau, entre le clos et le village, la forêt et la zone d'activité dont la création avait été décidée le long de la nationale 186, que devait être construit le nouveau Vélizy, cité de 8 à 10 000 habitants, dont les extensions pouvaient déjà être prévues sur des terrains libres au sud du clos et à l'est du village. Il nous fallait avant tout donner à Vélizy l'unité qui lui manquait. Et pour cela, créer un véritable centre de ville qui attire aussi bien les populations du clos que celles du village. Nous l'avons donc étiré en longueur entre la voie principale de la future cité et un mail planté réservé aux piétons, lieu et prétexte à rencontres, promenades, échanges et distractions. C'est le long de cette épine dorsale qu'ont été concentrés les bâtiments et les activités principales de la ville. Immeubles d'habitation de 8 étages, implantés perpendiculairement aux mailles pour ne pas fermer les perspectives en direction de la forêt, et construits sur pilotis pour créer des transparences au niveau des piétons. Galeries marchandes et centres de protection infantile intercalés entre ces immeubles. Et, sur le mail lui-même, le marché forain, gage d'une activité accrue. À l'extrémité est du mail, le centre social, petit édifice sur plan carré, implanté au bord d'un grand bassin, au milieu d'une place d'allées et planté d'arbres. À l'extrémité ouest, 2 tours de 12 niveaux, au pied desquels ont été implantés le centre commercial, la poste et l'église. Le centre commercial, vaste rectangle de 4500 mètres carrés couverts, a été organisé autour d'un patio central. Il groupe une vingtaine de magasins et un supermarché de 1000 mètres carrés de vente. Pour éviter le désordre architectural que risque d'entraîner le voisinage de nombreux commerces, nous avons invité leurs propriétaires à aménager leurs façades et vitrines selon un plan type et des éléments communs. La poste, avec son centrale téléphonique, construite face au centre commercial, est implantée en bordure d'une petite place d'allée
organisé autour d'un bassin et entouré de jardinières. Il fallait, autour de ce centre actif, mettre en place les îlots résidentiels et les équipements complémentaires, en ménageant des transitions basses sur la campagne. À cet égard, les pavillons réalisés en bordure de la forêt et les agglomérations du clos et du village offraient les transitions souhaitées. La majorité des îlots résidentiels a donc été implantée de préférence du côté de la forêt et du village pour profiter du calme et de la verdure. Ils ont été composés d'immeubles bas de 4 étages sur rez-de-chaussée, groupés en petits nombres autour d'un jardin central. Nous devions construire avec des moyens industrialisés. Il était néanmoins souhaitable d'éviter la répétition des mêmes volumes. Nous avons donc mis au point 2 types d'immeubles, procédant des mêmes techniques, mais de formes différentes, dont le mariage a permis de créer des oppositions architecturales et de varier les perspectives. De même, pour humaniser et égayer les façades, des loggias générales ont été prévus pour tous les types d'immeubles. Les terrains restant libres entre les bâtiments bordant le mail au sud et la zone d'activité prévue en bordure de la nationale ont été affectés à l'implantation d'une caserne de CRS qui devait moins souffrir que les logements du voisinage de l'aérodrome et qui a été conçu de manière à s'intégrer le plus possible à l'architecture de la ville. Enfin, bordé au nord par un grand immeuble courbe, le secteur situé entre l'extrémité ouest du mail et le clos a été réservé aux équipements sportifs. Stade, salle omnisport, piscine couverte. C'est volontairement que ces installations ont été réalisées très près du centre de la ville, pour en augmenter le pouvoir d'attraction sur les jeunes et dans l'espoir que les activités sportives deviennent un des éléments essentiels de la vie de Vélizy. Par contre, la chaufferie urbaine de 25 millions de calories, équipée au gaz naturel, a été implantée pour tenir compte des vents dominants au nord-est de la ville, en bordure de la forêt, afin que les habitants n'aient pas à souffrir de son voisinage. Il fallait aussi résoudre les problèmes de circulation automobile et de parking, en nous efforçant de rendre la ville aux piétons, en particulier dans le centre où étaient groupées les activités commerciales de la ville. Nous avons pensé que la solution la meilleure consisterait à créer une rue souterraine à sens unique, longeant le mail et bordant le centre commercial et les galeries marchandes. Cette formule permet la desserte souterraine directe des réserves de magasins situées exactement sous les surfaces de vente auxquelles elles correspondent. Ainsi, aucune livraison, aucun camion au niveau du sol. Toutes les façades peuvent être rendues à leur vocation, la vitrine ou l'accueil. Et le centre de la ville doit rester propre et vert. Pour les quartiers résidentiels, la conception des îlots d'habitation, organisés autour de leur espace vert, a permis de rejeter les dessertes automobiles et les parkings à la périphérie des îlots et de prévoir à travers les jardins des cheminements réservés aux piétons. De même, les groupes scolaires et le CES ont été implantés de manière que les enfants n'aient pas à faire plus de 300 mètres pour se rendre à l'école, ni à traverser de voies principales. Nous voulions enfin que Vélizy soit une ville verte. Les espaces verts doivent être en effet le complément naturel de la composition architecturale, et il est indispensable de leur donner au départ l'importance qui leur revient, tant au point de vue des surfaces qu'en ce qui concerne le nombre, la diversité et la richesse des essences plantées. Les allées et les surfaces de jeu étaient implantées de façon à permettre à tous les enfants d'un îlot de jouer à proximité immédiate de leur immeuble et à faciliter leur surveillance. Les jardins ont été traités librement, composés de vastes pelouses parsemées de groupes d'arbres et ponctués de conifères. Ils ont été dessinés non seulement dans le but d'offrir des perspectives agréables au niveau des promeneurs,
mais aussi une composition harmonieuse au regard des habitants des immeubles qui les entourent et les dominent. Cette recherche a été particulièrement poussée dans la partie centrale de la ville, entre les immeubles sur pilotis bordant le Mail. Ce programme, qui traduisait fidèlement toutes nos pensées, commence donc à vivre. Comme il avait été prévu, 3 fois par semaine, le Mail se recouvre de nombreux étalages d'un important marché forain, comme dans toutes les villes de France. Outre son animation sympathique et pittoresque, il a également pour objet de créer par son existence même, devant le centre commercial, l'émulation et la concurrence directe, indispensables vis-à-vis des boutiques traditionnelles, dont la position privilégiée pourrait conduire parfois à une pratique de prix élevés. Ces boutiques restent ouvertes assez tard le soir pour que les habitants qui ne travaillent pas à Vélizy même puissent faire leurs achats en toute tranquillité. L'étude et le choix des commerces ont été faits de manière à obtenir la diversité la plus étendue dans leur nature et un niveau de qualité comparable à celui que l'on peut s'attendre à rencontrer dans une grande ville. Les chances de réussite de ce programme résident enfin dans le fait que les établissements publics y ont été prévus dans une proportion très importante et qu'ils ont pu, comme les commerces, être mis immédiatement à la disposition des habitants. Pour que ceux-ci puissent pleinement les utiliser, il est indispensable en effet qu'ils soient bien conçus et en nombre suffisant, mais aussi qu'ils soient réalisés sans délai pour que l'habitude de cette utilisation se prenne tout naturellement. Le centre de protection infantile offre depuis longtemps déjà toutes les facilités au moment pour la surveillance de leurs jeunes enfants. Il est complété d'une halte garderie qui leur permet, dans des conditions particulièrement économiques, de les laisser 1 heure ou 2 sous une garde bienveillante pendant qu'elles ont à faire leurs courses indispensables. Le centre d'action sociale a une vocation extrêmement diversifiée. C'est tout d'abord un lieu d'information et un centre d'aide sociale, ainsi que d'enseignement ménager. Mais il est aussi et surtout le lieu de réunion de la plupart des associations culturelles de Vélizy. Bien que ses dimensions soient modestes, il joue un rôle grandissant dans le nécessaire brassage des habitants nouveaux et anciens qui ensemble forment la ville de Vélizy-Villacoublay. Notre centre sportif est certainement une des belles réalisations de ce genre dans la région parisienne. L'ensemble de ces installations sert à la fois aux enfants des écoles et à toute la population. Un bar complète les équipements d'une piscine couverte et chauffée qui est ouverte en toute saison, chaque jour sans interruption jusqu'au soir. C'est naturellement un lieu de détente particulièrement agréable et apprécié non seulement des habitants de Vélizy, mais aussi de ceux des communes environnantes. Le bassin principal a 25 mètres de long et une largeur de 15 mètres. Quant au bassin d'apprentissage, il mesure 15 mètres sur 7. Entre la piscine et la grande salle de sport, de nombreuses autres salles ont été équipées pour répondre aux désirs les plus variés et aux disciplines les plus diverses d'une population nouvelle de 8000 habitants, dont les possibilités sociales et les activités professionnelles sont aussi différentes que nous pouvions le souhaiter pour avoir la meilleure chance de donner le plus tôt possible sa personnalité à notre ville. Sauna, brunissage, relaxation, oxygénation sont pratiqués au même titre que l'haltérophilie et les autres sports. En demi-sous-sol, on trouve également des salles réservées à des réunions d'entraînement
conduite sous la direction des professeurs les plus qualifiés. On doit ainsi, en ouvrant les plus larges possibilités d'occupation à la jeunesse, éviter les déceptions trop souvent illustrées des pénibles conséquences du désœuvrement et reprocher à ce qu'il est convenu d'appeler les cités dortoirs. Dans l'attente de la prochaine réalisation d'un stade en plein air, comportant une piste de 400 mètres et un terrain de football, et qui apportera un élément vivant supplémentaire important, des compétitions sportives sont tenues dès à présent dans la grande salle de 44 mètres par 24 qui permet la pratique de tous les sports en salle tels que le tennis, le volley-ball, le handball et le basketball. Cette première tranche à peine construite, la ville de Vélizy connaît déjà de nouvelles extensions. L'une d'elles, immédiatement à l'ouest du centre sportif, accueille ses premiers locataires au début de 1967. À ce développement rapide s'associe la création d'une vaste zone d'emploi dont l'une des premières réalisations est celle du siège social et des laboratoires de la Société des Engins Matra, situé au carrefour de la route nationale allant de Versailles au rond-point du Petit Clamart. Dans l'avenir, nombreux seront donc les habitants qui trouveront un emploi à proximité de leur résidence. Enfin, pour nos concitoyens qui ne disposent pas de transports individuels, un service de transport par car permet en 5 ou 6 minutes d'atteindre aux heures de correspondance les gares de Chaville et de Viroflay. Voici, chère madame, les données essentielles qui ont présidé à cette œuvre passionnante qu'est la création d'une petite ville que nous avons voulu construire à l'échelle des hommes. Je vous remercie, monsieur le député maire. Vous venez de faire le commentaire qui convient le mieux à ce film sur Vélizy-Villacoublay. C'est presque un conte de Noël. Surtout pour ceux à qui vous avez donné la joie d'y vivre.